Pendant la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962, il existait une fraction militaire très spéciale. Les Harkis étaient des Algériens musulmans qui servaient de soldats auxiliaires à l'armée française. Leur rôle était de combattre le Front de libération nationale. Après l'indépendance de l'Algérie, au moins 100 000 Harkis ont été persécutés ou massacrés. Une partie a pu se réfugier en France dans des conditions difficiles. Maya est un fils de Harki. Il grandit en France, dans une cité à 100 km de Paris, rejeté par tous, puni pour une guerre qui n'était pas la sienne. Mais à se construire sans fondation, on finit vite par s'écrouler. Il faut alors tout recommencer parmi les gravats du passé. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Ilona Catelin et Yann Besson. Je grandis dans une cité qui s'appelle l'Oasis, qui se trouve à 120 km au sud de Paris. À l'âge de 7 ans, donc, je commence à sortir du domicile de mes parents. Pendant l'hiver, je trouve un oiseau qui était blessé et je le soigne. Et il y a 2 garçons de la cité qui viennent et qui commencent à se foutre de moi. Ils me frappent. Il y a leurs 2 frères qui réussissent à les séparer. Et c'est à ce moment-là que je m'isole du monde. Je garde ça pour moi. J'arrive pas à me confier à mes parents. Plusieurs années après, on arrive dans une cité HLM. Voilà, je me sens un peu perdu. En fait, je me sens différent. C'est-à-dire, je n'arrive pas à appartenir à un groupe. J'entends des insultes de bougnoul. Je comprends pas pourquoi on me dit que je suis un arabe. Et d'un autre côté, on me dit sale harki, sale traître. Tes parents, c'est des harkis, c'est des traîtres. Donc moi, je comprends pas tout ça. Je comprends pas ce qui se passe. À ce moment-là, je commence à questionner mes parents et mes parents m'expliquent qu'on est une famille de harkis. Mais je sais pas vraiment ce que c'est que harki, quoi. Je suis encore trop jeune pour comprendre toute cette histoire de la guerre d'Algérie, de l'exil, de mes parents, toute cette histoire-là. Je suis le seul dans la famille qui sait lire et écrire. Mes parents, ils savent ni lire ni écrire, donc ils me donnent des responsabilités. C'est-à-dire, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est administratif, de remplir les papiers. Et c'est là que je découvre effectivement que je suis né à Rivesaltes. Alors mes parents m'expliquent que c'est une cité de harkis, qu'ils ont été exilés pour venir en France après la guerre d'Algérie, parce que mon père est harki. Et moi, je pose la question, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est un harki? Alors, il m'explique que mon père a fait du coup la guerre avec la France, qu'il peut pas rester en Algérie, parce que s'il reste en Algérie, il va se faire tuer. Il m'explique que tous ceux qui sont restés là-bas, qui ont fait la guerre du côté des Français, en fait, ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait égorger, ils les ont tués. Ils ont dû se sauver, quoi, venir en France. Donc ils arrivent dans le camp à Rivesaltes, qui est un camp militaire. Les conditions sont très très difficiles. Il fait froid, il y a des maladies, et ils sont hébergés dans des baraquements en bois, ils sont maltraités, que je suis né dans ces conditions-là, en fait. Ça me fait quelque chose, je me sens un peu différent des autres. Alors à ma mère, ce qu'elle me raconte, c'est que quand ils arrivent en France, ils sont arrivés en bateau, donc en 62, ils arrivent avec mon frère, donc mon grand frère. Et je lui dis: «Mais où est mon frère?» Elle m'explique qu'il est tombé malade et il est mort sur le bateau. Et il a été jeté par-dessus bord. Enfin, il a été jeté à la mer. Moi, j'interroge ma mère. Je pose des questions, mais ma mère, on sent qu'elle est mal à l'aise. Elle esquive, elle fuit un peu les questions, elle veut pas répondre aux questions. Alors mon père, c'est simple, il y a pas de dialogue. Au niveau dialogue, il y a rien. Il travaille beaucoup, il est sympa avec nous, mais sur cette histoire-là, il parle pas. J'ai besoin de savoir parce que moi, je me retrouve l'aîné, en fait. C'est moi l'aîné. J'aimerais bien avoir un grand frère. Les responsabilités qu'on me donne, par moments, c'est lourd, quoi. Et je me sens un peu seul avec tout ça. Et puis aussi,
Comme j'ai des problèmes dans la cité et à l'école, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me défende. Il n'y a personne qui me défend et personne ne me comprend. Et en plus, je me retrouve j'arrive pas à me confier à quelqu'un. Alors à l'adolescence, je me sens révolté, hein. Donc j'ai des comportements, à risque. C'est-à-dire je commence, à fumer, commence à voler, il y a personne pour me cadrer, quoi. Je suis livré à moi-même. À la maison, ça se passe pas bien pour ma part parce que ma mère, elle est tout le temps enceinte. Avec mon frère décédé, là, on est 14 enfants. Je fréquente les activités du centre de loisirs, je vais à la bibliothèque et puis j'aime bien aller à cet endroit-là. Je lis des BD, Astérix, Lucky Luke. Quelque part, c'est un refuge pour moi. Je sens que c'est mieux ailleurs. Donc je me retrouve, en échec scolaire, hein. Donc on me met dans ce qu'on appelle une voie de garage, dans un lycée où je fais un CAP de mécanique. Bon, la mécanique générale, ça me plaît pas du tout, je passe mon CAP, que j'aurais pu avoir, mais je loupe la 1 ou 2 épreuves parce que je me casse un bras juste avant les épreuves. Je sors du système, scolaire, hein, et c'est là que je commence effectivement à fréquenter, des jeunes de mon âge, qui sont aussi, dans la même problématique, qui sont un peu désorientés, un peu paumés, c'est aussi des fils de harkis qui ont la même histoire que moi, qui viennent du même endroit, du camp de Rivesaltes et de la cité de l'Oasis, donc on forme une bande. Dans la bande, il y a 1 ou 2 meneurs, qui commettent des délits, des vols et puis nous on se laisse entraîner dans ce mouvement-là, quoi. On prend de la colle à rustine, donc c'est de la colle à vélo qu'on met ça dans un sac, on respire ça par la bouche et on expire et expire. Ça commence comme ça l'histoire des drogues. J'ai 20 ans, je me sens seul, en échec scolaire, sans argent. Chez mes parents, je me sens mal dans ma peau, j'ai envie de me foutre en l'air. Dans le groupe, où j'appartiens, la bande où j'appartiens, la drogue est présente, hein, l'héroïne est présente. Et un soir, avec un gars de la bande là, qui consommait déjà de l'héroïne, il me fait goûter par le nez et ça me fait vomir, mais ça me fait du bien en même temps. Je décide d'en reprendre parce que ça m'anesthésie. Je ressens plus ce mal-être que j'ai en moi et je commence à acheter, quelques grammes. Je deviens un consommateur-revendeur. C'est-à-dire je consomme et je revends pour pouvoir, me payer ma consommation. Mon père cherche à renouer les contacts avec l'Algérie. Il y a des gens d'Algérie qui viennent nous rendre visite dans la famille. Donc mon père, à ce moment-là, il veut aller en Algérie. Ma mère n'est pas d'accord. Moi, j'ai envie d'aller en Algérie avec mon père. Mon père, il refuse de m'emmener. Ma mère non plus, elle veut pas que j'aille, en Algérie. Elle dit: «Il faut pas aller en Algérie, c'est dangereux, si tu vas là-bas, tu vas te faire tuer, tu risques d'avoir des représailles, plus jamais me remettre les pieds là-bas. C'est un pays qu'il faut rayer de ta tête, ça y est, c'est fini», ça me traumatise quoi avec cette histoire et moi, je suis pas d'accord, je m'accroche, d'ailleurs, je fais une crise à mon père pour qu'il m'emmène avec lui. Quand cette famille, arrive, en France puis repart. Mon père devait partir en Algérie, mais finalement, il y a jamais été parce qu'il est mort avant. Je perds mon père quand j'ai 24 ans. C'est horrible comme moment, et ma mère nous explique que, mon père est décédé à cause de cette famille d'Algérie. Comme quoi il aurait fait quelque chose, il aurait jeté un sort. J'ai 12 frères et sœurs, je me retrouve le chef de famille. Je me mets à consommer davantage. 3, 4 mois après, je me retrouve incarcéré. Parce qu'il y a une grande descente de police et je fais partie du lot, qui est arrêté. Le chef d'accusation, c'est, cession, usage, de drogue, notamment l'héroïne. Donc les premiers mois, je prends beaucoup de médicaments en prison. J'essaie d'arrêter, mais c'est compliqué d'arrêter en prison parce que j'arrive, je suis quand même en manque, hein.
Et après, je suis transféré donc à Fresnes. À ce moment-là, je me mets à faire un peu plus de sport. Il y a plus d'activité dans cette prison-là. J'arrête les médicaments en prison, je fais du sport, je refais des études et je me mets en contact avec un organisme pour essayer de préparer ma sortie. Je suis condamné à 30 mois ferme, 2 ans et demi. Donc à mi-peine, je décide de faire une demande pour sortie en conditionnel. Et les arguments que je donne, c'est-à-dire qu'à ma sortie, je suis pris en charge par une association. C'est-à-dire en sortant de prison, je vais directement dans leur structure. Donc ma demande à ce moment-là, elle est acceptée. Ils viennent me chercher à la sortie. Je reste dans ces structures-là pendant quelques mois. Après, eux, ils me proposent ce qu'on appelle un appartement thérapeutique. Je reste 2-3 mois dans cet appartement thérapeutique, je trouve un boulot. Et c'est là qu'après, ça repart comme en 14, quoi. Je rentre chez ma mère, puis je reste chez elle, quoi. Je retrouve un petit boulot à mi-temps. Je consomme à côté, je revends un petit peu, donc ça m'apporte un peu d'argent. Je lui donne un peu d'argent. Ça dure un certain temps, cette histoire-là. Moi, je suis vraiment dans les produits, hein, je veux dire, je suis vraiment le junkie, hein. Je suis tout maigre, et ma mère, elle a peur, hein. Elle raconte à tout le monde dans la ville que je la frappe. Ce qui est totalement faux. Donc plus personne veut me vendre de la drogue et tout le monde me dit: «Ouais, tu frappes ta mère, c'est pas bien», et ma mère, elle pense qu'elle va me sauver comme ça. Le fait que personne me vende de la drogue, ça va m'aider. C'est là que je monte sur Paris, quoi. Je prends tous les jours le train pour aller à Paris. Je vais chercher ma drogue à Paris, puis je rentre. Je fais des allers-retours, en fait, tous les jours. Donc il me faut de l'argent, donc je vole et puis en fait, je vends des journaux de rue à ce moment-là à Paris. Je fais la manche dans le métro, à peu près à 32 ans. Donc je quitte le domicile de chez ma mère parce que ça va plus du tout chez ma mère. En fait, j'ai plus le contrôle sur les produits. Bon, je rencontre une autre femme qui est aussi dans les produits. Bon, ça a été quelques années dures avec cette femme, hein. C'est suite à cette histoire-là que j'ai comme un déclic, quoi, pour arrêter. À 36 ans, en fait, l'effet des drogues, en général, ne me font plus effet. Ça me rend malade plutôt qu'autre chose. Donc c'est quelque chose qui me motive encore plus pour m'en sortir. J'entre dans un centre de traitement. Dans le centre de traitement, je rencontre quelqu'un qui a à peu près mon âge, qui est d'origine algérienne aussi. En fait, il devient ce qu'on appelle un parrain, en fait. Je me sens en souffrance et la rencontre avec cette personne-là et la thérapie qu'il y a dans ce centre de traitement commence à faire leurs effets. Je suis prêt à tout pour m'en sortir. Je reste 2 mois dans ce centre. Après la période de sevrage, hein, du manque, on me propose d'aller dans un autre centre de traitement qui dure 1 an. Et dans son centre de traitement, donc, on nous propose d'aller dans des groupes de parole. Les premiers groupes de parole, quand j'y vais, je me sens pas très bien. J'ai peur de parler en public. Un jour, ça fait 2 mois que je suis dans ce centre, j'ai envie de quitter, puis j'ai envie d'aller me droguer, en fait. Et j'appelle donc mon parrain. Il me dit: «Non, il faut que tu ailles en groupe de parole, il faut que tu ailles parler sur cette obsession de consommer. Faut que tu ailles l'exprimer verbalement». Donc je fais ce qu'il me dit, donc je vais au groupe de parole, je vais exprimer cette envie de consommer. Je lève la main, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, qu'on me rejette, je prends la parole et je suis tout rouge, je suis en sueur, et puis je le dis simplement, quoi. J'explique, que j'ai envie de consommer, voilà, il y a trop de choses à faire, c'est trop lourd, et en sortant, j'ai l'impression que j'ai oublié mon portefeuille. Je fouille dans mes poches, j'ai mon portefeuille, et en fait, ce que je comprends après, c'est que j'avais laissé mon envie de consommer dans le groupe. Je retrouve l'espoir. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le fait d'être venu, d'avoir exprimé ça et d'avoir laissé mon envie de consommer, et ben, j'ai pas consommé après et je me sens bien après, et c'est là que je décide de jouer le jeu, de fréquenter assidûment, ces groupes de parole. J'y vais tous les jours pendant 3 ans. Ça remplace la drogue et puis, ça me permet de garder mon abstinence, puis d'exprimer mes émotions, mes sentiments, puis quand je comprends pas ce qui se passe, d'entendre quelqu'un d'identifier, par l'identification, à me dire: «Ah bah, je suis comme lui, ouais, je ressens la même chose que lui», ou je me sens pas jugé, je me sens pas rejeté, donc je me sens pas seul, je me sens appartenir à un groupe. Environ, 4 ans d'abstinence.
Donc on me demande de faire ce qu'on appelle un inventaire sur ma vie. J'écris, puis en faisant cet inventaire-là, je me rends compte pourquoi je me suis drogué. Je fais le lien avec mon histoire de harki. Je me sens une victime. Et je comprends que les drogues, ça m'a aidé à vivre quelque part. Parce que si j'avais pas rencontré les drogues, je pense que je me serais foutu en l'air. Le mal-être, il vient plus de mon identité, quoi. Parce que malgré les groupes de parole, j'arrive pas à savoir encore mon identité, qui je suis. Je sens qu'il y a des choses qui sont enfouies en moi, il faut que j'en parle, il faut que ça sorte, quoi. Déjà, ce que mes parents m'ont transmis, c'est la peur des représailles. C'est-à-dire, si tu vas en Algérie, tu vas te faire tuer. C'est difficile pour moi, le relationnel. Je sais pas faire. Et j'ai des moments, des sentiments qu'on va me couper la tête. Ça me prend comme ça la nuit, ou quand je suis dans le métro. J'ai du mal, par exemple, à garder les yeux fermés. J'ai l'impression quelqu'un va venir et puis il va me couper la tête, quoi. Puis j'ai tout le temps envie d'aller dans mon lit dormir, comme si je voulais mourir. Personne ne m'appelle avec mon prénom, mon vrai prénom. On m'appelle tout le temps par des surnoms. Je me sens pas bien avec ça. Et après, j'ai envie de m'accaparer mon prénom, mon identité en fait. Mon identité et mon histoire. Et je sens qu'il y a il faut que je parle de cette histoire-là. Qu'il y a des choses qui sont enfouies en moi, il faut que j'en parle, quoi. Il faut que ça sorte, tout ça. Il y a un désir au fond de moi de trouver mon identité et puis d'aller en Algérie. Et puis je sens que c'est étouffé, ça m'étouffe intérieurement. Ça me perturbe le comportement, je suis pas bien avec moi-même. Quand je commence mon abstinence à zéro, j'ai un appartement, j'ai un boulot, j'ai réussi à être fonctionnaire, j'ai mon chéquier, j'ai ma carte bleue, ça va un peu mieux. Et finalement, j'ai toujours cette problématique de harki qui revient. J'ai le cul entre deux chaises, comme on dit. Je me sens rejeté, quoi. Et ça se passe pas bien au travail, donc je me retrouve en arrêt maladie. Et puis là, je fais une dépression, j'ai plus envie de retourner au travail. Et c'est là que je me retrouve en invalidité. J'ai 50 ans, j'ai réussi à remonter la pente. C'est là que j'ai décidé de reprendre mes études. Donc je repasse le DAU, donc en candidat libre, l'équivalence du bac pour entrer en université. Et au programme, il y a l'histoire de la guerre d'Algérie, donc où il parle de l'histoire des harkis. On m'enseigne la guerre d'Algérie, je m'intéresse à la guerre d'Algérie, je vais sur Internet, YouTube, je regarde les vidéos, les films. Et ça commence à aller mieux, je commence un peu à me rapprocher de mon identité, quoi, qui je suis, je commence un peu à comprendre comment mes parents sont arrivés là, puis comment moi j'en suis arrivé là, tous les mécanismes, tout ce qui s'est passé. Ça, je l'ai compris en faisant mes recherches. J'ai compris comment les parents, ils ont été enrôlés par la manipulation, la force, et puis ils n'avaient pas le choix. C'était ça où ils seraient restés là-bas, ils seraient morts. Alors en obtenant le DAU, donc je décide de faire une licence en psychologie pour comprendre un peu plus les mécanismes qui se passent chez moi. Donc j'obtiens 2 licences, hein, licence de psycho, licence de médiateur de santé pair. Donc il y a le mot pair, hein, ce qui veut dire deux. C'est une personne qui transmet ses savoirs expérientiels à une autre personne. Dans le domaine des addictions, c'est quelqu'un qui a réussi à sortir des addictions, qui accompagne quelqu'un qui est encore dans les addictions, ou alors qui est sorti des addictions, mais qui transmet ses savoirs expérientiels. Je rentre dans une association de pères aidants et je fais des accompagnements pour les usagers, les familles. Donc on leur propose un accompagnement par la père aidant. Donc on a des groupes de parole, on a des familles qui viennent nous voir. Tout ça bénévolement. Je perds ma mère donc en 2015. Hein. Elle a 71 ans. C'est un moment difficile pour moi. Je suis très très angoissé. J'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que je vais disparaître. Ma mère a toujours cru que j'avais des capacités, des possibilités. Je pensais que j'étais le meilleur, quoi. J'ai toujours eu ce désir en moi d'aller en Algérie. Mais pour moi, il est inaccessible. Et à ce moment-là, je rencontre un thérapeute. Et on travaille sur ça. Alors j'ai 58 ans, je décide d'aller en Algérie. Dans ces groupes de parole que je fréquente encore, j'ai réussi à me mettre lié d'amitié avec quelqu'un qui connaît quelqu'un en Algérie. Quand je vais là-bas, il y a quelqu'un qui va m'accueillir. Donc je suis pas tout seul. Mais j'ai très peur.
Donc je prends toutes mes précautions pour y aller. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'arrive en Algérie, à Alger, hein, puis je reste quelques jours où j'arrête pas de me balader dans Alger, hein. Je visite tout Alger. Je suis éberlué, quoi, je suis en observation. Je me dis: «Ah, c'est ici, qu'il y a eu toute cette histoire», je regarde les bâtiments, je suis paralysé, quoi, en fait. Je suis dans l'émotion, quoi, je vois toute l'histoire, passer dans ma tête. Je ressens, qu'il se passe quelque chose en moi. Parce que j'ai pas de problème, je suis pas agressé, on vient pas me couper la tête, donc il y a des choses qui se passent en moi et ça remue en moi, ça bout en moi. Donc je demande à mon ami de m'emmener, dans le village de mes parents. Donc on arrive, donc à la mairie du village et là on est accueillis par quelqu'un, il dit: «Ah, vous êtes, de la famille», il commence à dire notre nom. Il dit: «Ah, mais le maire du village, c'est quelqu'un de votre famille. On va aller le prévenir». Le maire arrive, il nous fait monter dans son bureau et ouais, il me dit que je suis ton cousin, et puis il vient me prendre dans ses bras, là je tourne la cheveux là. Toi, il me dit: «On va s'occuper de toi, tu es le bienvenu», voilà, c'est des retrouvailles, quoi, en fait. Il y a quand même 60 ans qui sont passés, j'ai retrouvé d'où je venais. Je me suis, réconcilié quelque part avec l'Algérie. Donc il m'emmène voir les tombes de mes grands-parents, puis il m'emmène aussi dans le village où mon père il est né, où il a grandi. Il me fait voir aussi l'endroit où il aimait bien aller, puis je vois aussi les cousins du côté de mon père. C'est là que j'apprends que la sœur à mon père est décédée, mais qu'elle a eu 3 enfants. Eux-mêmes ont eu des enfants. On s'échange nos numéros, on boit le café, c'est des retrouvailles, quoi. Je suis super content d'être là. Je me sens super bien, quoi. Je me laisse porter. Je vois pas le temps passer. Je suis bien, quoi. Beaucoup de choses se remettent en place à l'intérieur de moi. Et puis je vais aussi du côté de ma mère. C'est là que je vois mes 2 petits-neveux. Donc on fait des photos, ils sont contents de me voir, c'est des retrouvailles. L'imam nous sert de guide et à un moment on se retrouve, assis sur des rochers. Et il y a une discussion qui commence où il y a l'ami à mon père. Ce monsieur, il parle de mon père. Et l'imam, à ce moment-là, il dit, oui, mais Welbes en arabe. Welbes, ça veut dire oui, mais lui, il a porté l'uniforme militaire. Ça me fait quelque chose. Je le regarde sans le regarder, quoi. J'ai peur quand il dit ça. Et je regarde la réaction des autres qui sont là. Le maire et les 2 personnes avec qui je suis venu, mes 2 amis. Et eux, là, ils disent: «Ouais, mais bon, c'est du passé, c'est avant, lui, il a rien à voir», en parlant de moi. Que je me sens un peu mieux, là, à ce moment-là. Alors, une semaine après, je rentre, en France. Quand je rentre, je vais me recueillir sur la tombe de mes parents et je dis à mon père, que j'étais en Algérie, que sa sœur est décédée, qu'elle a eu 3 enfants, qu'eux-mêmes ont eu des enfants et que je suis en lien avec eux. Que j'ai repris, le travail qu'il avait pas fait, quoi. Et ensuite, en allant voir ma mère, je lui dis pas à elle. Comme elle a jamais voulu que j'aille en Algérie, je lui dis pas tout de suite. J'ai peur qu'elle m'engueule. Elle est décédée, mais j'ai peur qu'elle m'engueule, quoi. Donc je lui dis rien à elle. Ah, moi, je me sens super bien quand je rentre. J'ai plus les moments où j'avais l'impression qu'on allait venir me couper la tête. Ou au niveau des relations, ça va mieux. Je me sens plus moi-même. Et je me rends compte que je peux aller en Algérie. Sans risquer d'avoir un problème, ouais. Alors, à environ 2 ans après le premier voyage, j'apprends il y a un cimetière, pour enfants qui a été découvert, à Rivesaltes, dans le camp de Harki, c'est-à-dire où je suis né. Moi, je me pose la question avec mes frères et sœurs. On pense que peut-être qu'il y a notre frère qui figure dans les ossements. Bon, donc mon frère qui est décédé, d'après la version de ma mère, qui aurait été jeté à la mer, parce il est décédé sur le bateau, puis que cette version nous a toujours semblé un peu bizarre. Moi, en continuant à faire des recherches, j'apprends aussi que sur les bateaux donc qui faisaient la traversée, qui duraient une quarantaine d'heures, il y avait des enfants qui étaient enlevés, à leur famille, aux parents, parce que les militaires, les parents, ils étaient pas en état d'assurer leurs enfants, quoi. Donc les militaires retiraient les enfants des familles et les plaçaient, à la DAS ou les donnaient à des familles d'accueil.
Et parmi ces enfants-là, il y en a qui sont morts à leur arrivée à Rivesaltes et qu'on a mis dans le cimetière pour enfants. Donc je décide, avec mes frères et sœurs, de faire des recherches. On écrit un peu partout et on n'a aucune trace de notre frère. On n'arrive pas à trouver l'acte de naissance. Et on n'arrive pas à retrouver le bateau non plus sur lequel ils ont fait la traversée. Donc moi, je décide de repartir en Algérie. Quand j'arrive en Algérie, toujours avec les mêmes amis qui m'accueillent, je vais donc à la mairie centrale à Alger, mais on ne trouve rien. Je fonds en larmes là-bas, parce que je n'arrive pas à trouver de traces de mon frère. Et je demande aussi à mon cousin, le maire, de trouver des traces d'acte de naissance. Mon cousin, il ne trouve rien. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a rien. On n'a rien et on continue encore nos recherches. J'espère qu'on peut voir quelque chose, quoi. Je suis mieux dans ma peau aujourd'hui. J'ai 62 ans. Je vais rentrer à la retraite. J'ai retrouvé ma place de grand frère. Je pense que je suis une vision un peu d'espoir pour mes frères et sœurs, mes proches, quoi. Ils savent par où je suis passé, ils savent ce que j'ai vécu, ils savent ce que j'ai mis en place pour m'en sortir, quoi. Je pense que mon destin, c'est de retransmettre tous mes savoirs, quoi, de mon expérience. Parce qu'il n'y avait rien à l'époque pour les gens de ma génération. Les gens qui sont fils de harkis, il n'y avait pas de structure pour nous accueillir, il n'y avait pas de programme, même au niveau de l'enseignement scolaire, il n'y avait pas de psychologue pour nous prendre en charge. Oui, je comprends que cette histoire-là, en fait, on ne nous a pas donné la clé, quoi, pour ouvrir les portes. Moi, la clé, je l'ai trouvée, mais ça a été un parcours du combattant. J'ai failli laisser ma peau. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'avais une prof à la fac là, qui employait cette phrase-là, elle dit « Déchiffrer les malentendus du destin ». Alors déchiffrer les malentendus du destin, ça passait par mon désir d'aller en Algérie pour me confronter à cette histoire. J'ai réussi à déchiffrer tout ça. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Ilona Catelin et Yann Besson. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de production, Astrid Verdun. Chargé de post-production et habillage musical, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.